Deux jeunes sœurs jouaient dans l'herbe pendant un pique-nique familial dans leur maison de vacances en Caroline du Nord, quand leurs parents se sont détournés quelques minutes seulement pour charger la voiture. À leur retour, les filles avaient disparu et toutes les pistes sont restées froides pendant plus d'une décennie. Mais 11 ans plus tard, un blogueur filmant sa chasse au trésor a remarqué un signal étrange sur le détecteur de métaux près d'un chêne et ce qui l'a déterré apporterait des réponses que personne n'attendait. Le téléphone a sonné juste au moment où June Morrison s'installait avec son café du matin. Le numéro sur l'écran était inconnu, mais quelque chose dans l'heure matinale lui a serré l'estomac d'une crainte inexplicable. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Madame Morrison, ici le détective Harrison du département de police du comté de Forest. J'ai besoin que vous veniez au poste immédiatement. Nous avons trouvé quelque chose concernant l'affaire de vos filles. » La tasse de café a glissé des doigts de June, se brisant sur le sol de la cuisine. 14 ans. Cela faisait 14 ans que personne n'avait appelé au sujet d'Emma et Sophie. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait le téléphone plus fort. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Madame, je préférerais en discuter en personne. Pouvez-vous venir au poste? C'est urgent. » Marcus, le mari de June, est apparu dans l'embrasure de la porte, alarmé par le bruit. Elle a croisé son regard et il a immédiatement compris. Après toutes ces années, ils pouvaient encore communiquer des volumes sans mots quand il s'agissait de leur fille. Pendant le trajet jusqu'au poste de police, l'esprit de June a dérivé vers ce jour horrible, il y a 14 ans. Juillet avait été exceptionnellement chaud, parfait pour leur voyage annuel à la maison de vacances. Les filles étaient si excitées, Emma, seulement 4 ans, serrant son lapin en peluche préférée, et Sophie, 7 ans, et essayant déjà de paraître grande, emballant soigneusement son thermos spécial, celui en acier inoxydable avec des autocollants de papillons qu'elle avait décorés elle-même. Le pique-nique avait été idyllique au début. Ils avaient étendu leur couverture à l'endroit habituel, assez près de la lisière de la forêt pour que les grands pins fournissent de l'ombre, mais assez loin pour qu'ils puissent regarder les filles jouer dans l'herbe ouverte. Sophie apprenait à Emma comment faire des roues, toutes deux gloussant alors que les jambes potelées d'Emma partaient dans toutes les directions sauf vers le haut. « Je vais commencer à ranger », avait dit June à Marcus, commençant à rassembler les assiettes en papier et les sandwichs restants. Ils l'avaient rejointe, tous deux faisant des allers-retours à la voiture avec la glacière et les fournitures de pique-nique. Cela n'avait pas pu prendre plus de 10 minutes, 15 au maximum. Quand ils étaient revenus pour la couverture, les filles avaient disparu. Au début, ils avaient appelé avec désinvolture. « Sophie, Emma, c'est l'heure de partir. » Mais alors que le silence s'étirait, les appels désinvoltes sont devenus des cris frénétiques. Ils avaient fouillé les environs immédiats, puis appelé la police. Des équipes de recherche ont ratissé la forêt pendant des semaines. Des volontaires de 3 comtés ont rejoint l'effort, mais c'était comme si la terre avait simplement avalé ses filles entières. Le détective Harrison les attendait dans le hall du poste, le visage grave. Il était plus jeune que le détective qui avait géré l'affaire originale, mais ses yeux portaient le même mélange de distance professionnelle et de sympathie sincère. « Monsieur et Madame Morrison, veuillez me suivre. » Il les a conduits à une petite salle de conférence où un autre détective attendait. Sur la table se trouvait une boîte de preuves, scellée et étiquetée. Les jambes de June se sont senties faibles alors qu'elle s'effondrait sur une chaise. Il y a 3 jours, un blogueur nommé Mike Garrett était dans la forêt avec son détecteur de métaux. A commencé le détective Harrison. Il gère une chaîne de chasse au trésor en ligne, publie des vidéos de ses trouvailles. Il cherchait près de la section de vieille croissance quand son détecteur est devenu fou près d'un grand chêne. Le détective a sorti une photographie montrant l'affichage numérique d'un détecteur de métaux. Les chiffres rouges affichaient 99, une lecture extrêmement élevée. Il pensait avoir trouvé quelque chose de précieux, peut-être de vieilles pièces ou des reliques. Le signal était si fort qu'il a passé des heures à creuser soigneusement. Ce qu'il a trouvé, Harrison a fait une pause, luttant visiblement pour continuer. Il a trouvé des restes humains. Et ceci. Avec des mains gantées, le détective a soulevé un sac de preuves transparent de la boîte. À l'intérieur se trouvait un thermos en acier inoxydable, terni et sale, mais indubitable. June pouvait encore voir les restes d'autocollants de papillons accrochés à sa surface. « Non !» a murmuré June, tendant la main vers le sac avec des mains tremblantes. « C'est le thermos de Sophie. Elle l'avait au pique-nique. Elle était si fière de ça, ne laissait pas Emma boire dedans parce qu'elle disait qu'Emma le rendrait collant. » Sa voix s'est complètement brisée. Marcus a saisi ses épaules alors que le détective Harrison continuait doucement. Il y avait aussi des restes de tissu correspondant à des vêtements. Motif Vichy vert, la robe préférée de Sophie. Celle qu'elle avait insisté pour porter au pique-nique, même si June avait suggéré que des shorts seraient mieux pour jouer. Mais Sophie adorait la façon dont la jupe tourbillonnait quand elle tournait. Nous avons pu récupérer suffisamment de restes pour l'identification, les dossiers dentaires confirment que c'est Sophie.
La pièce a tourné. June s'est entendue sangloter de très loin, a senti les bras de Marcus autour d'elle, mais ne pouvait pas vraiment se connecter à la sensation. Sa fille de 7 ans, sa Sophie brillante, autoritaire et belle, était restée dans le sol froid à seulement quelques kilomètres d'où ils avaient à chercher. Toutes ces années d'espoir, d'imaginer des scénarios élaborés où les deux filles avaient été prises mais gardées en vie, soignées par quelqu'un qui voulait juste des enfants. « Cela change tout », a dit doucement le détective Harrison. Ce n'est plus une affaire de personnes disparues. C'est une enquête pour homicide. Nous rouvrons tout, réexaminons chaque piste, chaque personne qui a été interrogée il y a 14 ans. « Et Emma ?» a demandé Marcus, la voix rauque. « Y avait-il un signe d'Emma ?»« Pas à cet endroit, mais nous élargissons la recherche immédiatement. Toutes les ressources disponibles sont déployées. Nous allons peigner chaque centimètre de cette forêt. Si Emma est... » Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. « S'il y a quelque chose à trouver, nous le trouverons. Vous pensez qu'elle pourrait encore être en vie ?» a dit June, lisant entre les lignes. Si quelqu'un les a prises et que seule Sophie est enterrée là, alors peut-être qu'Emma... Nous ne pouvons rien exclure à ce stade, a dit le détective Harrison. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin que vous restiez dans la région pendant que nous menons la recherche. Pouvez-vous faire ça? Je sais que vous vivez maintenant à 3 heures d'ici, mais... La maison de vacances, a interrompu Marcus. Nous en sommes toujours propriétaires. Nous n'avons pas pu nous résoudre à la vendre, mais nous n'y sommes pas retournés depuis... Nous pouvons y rester. Le détective Harrison a hoché la tête. Ce serait utile. Nous devrons tout revoir. Tous ceux qui étaient là ce jour-là, quiconque connaissait votre routine, quiconque a montré un intérêt inhabituel pour les filles ou l'affaire. Je sais que vous avez déjà vécu cela, mais avec ces nouvelles preuves, quelque chose pourrait faire tilt qui ne semblait pas significatif avant. June fixait le sac de preuves contenant le thermos de Sophie. Une si petite chose pour avoir déclenché une découverte si massive. Elle a pensé à Mike Garrett, le chasseur de trésors. S'attendant à trouver de vieilles pièces ou des bijoux, découvrant à la place le pire cauchemar de tout parent. La lecture du détecteur de métaux à 99, cherchant un trésor et trouvant une tragédie à la place. « Quand pourrons-nous la voir ?» a demandé June doucement. « Sophie, quand pourrons-nous... » Le médecin légiste doit encore terminer l'examen complet. Mais oui, une fois que ce sera fait, nous pourrons organiser pour que vous disiez au revoir correctement. 14 ans de ne pas savoir s'étaient terminés par la pire réponse possible pour Sophie. Mais alors que June serrait la main de Marcus, elle sentit une minuscule étincelle de quelque chose qu'elle pensait perdu à jamais, l'espoir. Si quelqu'un avait gardé Emma, s'il y avait même la plus petite chance que sa petite fille le soit encore en vie quelque part, il devait essayer. « Nous irons à la maison aujourd'hui », a dit June, se levant sur des jambes instables. « Et détective Harrison, merci de nous avoir appelés vous-même, d'avoir géré cela avec tant de soin. » Le détective a hoché la tête. « Nous allons découvrir ce qui est arrivé à vos filles, Madame Morrison, je vous le promets. » Le gravier de l'allée a crissé sous leurs pneus alors que Marcus tournait sur le chemin familier. Le souffle de June s'est coincé dans sa gorge alors que la maison de vacances apparaissait à travers les pins. Elle avait exactement la même apparence, le bardage en bois patiné, le porche qui faisait le tour où les filles jouaient aux jeux de société les jours de pluie, la balançoire en pneus toujours suspendue au vieil érable, sa corde maintenant effilochée et grise avec l'âge. Marcus a coupé le moteur et ils sont restés assis en silence un moment. Aucun ne voulait être le premier à ouvrir la porte, à briser le sceau sur cette capsule temporelle de leur ancienne vie. « Nous n'avons pas à faire ça », a dit Marcus doucement. « Nous pourrions rester dans un hôtel en ville. » Juin a secoué la tête. Le détective a dit qu'il pourrait avoir besoin de nous à tout moment. Et si Emma était là-bas quelque part, je veux être proche. La porte d'entrée coinçait légèrement, gonflée par des années de négligence. Quand elle a finalement cédé, l'air moisi s'est précipité pour les rencontrer. Des particules de poussière dansaient dans la lumière du soleil de l'après-midi qui traversait les fenêtres. Tout était exactement comme ils l'avaient laissé cette dernière nuit frénétique, il y a 14 ans, quand ils avaient finalement abandonné la tente près du téléphone et étaient de retourner en ville, incapables de supporter un moment de plus dans la maison qui résonnait de l'absence de leur fille. June s'est déplacée à travers les pièces comme un fantôme. Le salon contenait toujours les photos de famille sur le manteau de cheminée, leur dernier Noël ensemble, Sophie, à qui il manquait ses 2 dents de devant, et Emma, couverte de glaçage de biscuits, des vacances à la plage de l'année d'avant, les 2 filles construisant des châteaux de sable avec une concentration intense. Dans la cuisine, son cœur s'est serré. Les dessins d'Emma étaient toujours épinglés au réfrigérateur avec des aimants alphabets, des figures grossières au crayon étiquetées « Mama » et « Papa » et « Sauf » dans l'écriture de 4 ans d'Emma. Un dessin de leur maison avec des fleurs disproportionnellement grandes et un soleil souriant. June a tracé les lignes cireuses avec des doigts tremblants. « Les équipes de recherche se rassemblent à la station des gardes forestiers », a dit Marcus doucement, touchant son épaule. « Nous devrions nous enregistrer, leur faire savoir que nous sommes là. »
La station des gardes forestiers se trouvait à la lisière de la forêt, maintenant transformée en centre de commandement. Des véhicules de police, des voitures de volontaires et des camionnettes de presse encombrèrent le parking habituellement vide. Du ruban jaune délimitait des zones et des officiers en uniforme dirigeaient le chaos organisé. C'est alors que June l'a vu. Le garde forestier Mitchell se tenait près d'une table pliante couverte de cartes, faisant des gestes à un groupe de volontaires. Ses cheveux étaient plus gris maintenant, son uniforme tendu plus serré sur son ventre, mais son allure était indubitable. La même attitude trop serviable, la même façon de s'insérer au centre de tout. La peau de June a frissonné avec le même malaise qu'elle avait ressenti il y a 14 ans. Mitchell avait été le garde forestier de service ce jour-là, le dernier officiel à voir ses filles vivantes quand il avait fait ses rondes dans la zone de pique-nique. Pendant la recherche initiale, il avait été partout, coordonnant les volontaires, suggérant des modèles de recherche, offrant des théories. Trop impliquée, avait-elle pensé alors. Trop intéressée par chaque détail de leur routine familiale, posant des questions qui semblaient aller au-delà du devoir professionnel. Elle l'observait maintenant alors qu'il dirigeait les volontaires à travers les modèles de gris de la forêt. Son doigt a tracé sur la carte et elle a remarqué quelque chose qui lui a serré l'estomac. Il éloignait les équipes de la section nord, tout comme il l'avait fait lors de la recherche originale. « Cette zone est trop dangereuse », l'a-t-elle entendu dire à un groupe de volontaires enthousiastes. « Terrain instable, vieux puits de mine. Nous nous en tiendrons aux sentiers établis pour l'instant. » Mais June se souvenait de cette zone. Ils y avaient fait de la randonnée avec les filles de nombreuses fois. Il n'y avait pas de puits de mine, pas de terrain instable. Juste une forêt dense et quelques affleurements rocheux que Sophie adorait escalader. « Détective Harrison ?» June s'est approchée du détective qui conférait avec d'autres officiers. « Puis-je vous parler un moment ?» Elle l'a pris à part, s'assurant que Mitchell ne pouvait pas entendre. « Ce garde forestier, Mitchell, il fait la même chose qu'il y a 14 ans, éloigner les gens de certaines zones. » Le détective Harrison a suivi son regard. « Tom Mitchell ? Il a été instrumental dans l'organisation des volontaires. Il connaît cette forêt mieux que quiconque. » « C'est justement ça, » a insisté June. Pendant la recherche originale, il avait une connaissance incroyablement détaillée des routines de notre famille. Il savait à quelle heure nous arrivions habituellement pour les pique-niques, où les filles aimeraient jouer, quels sentiers nous favorisions. Je trouvais ça étrange à l'époque, mais tout le monde disait que j'étais juste traumatisé, cherchant quelqu'un à blâmer. L'expression du détective est restée neutre. A-t-il déjà fait quelque chose de spécifiquement suspect ? Un contact inapproprié avec vos filles ? Non mais... June a lutté pour articuler la peur rampante que Mitchell inspirait. Il était toujours celui qui me réconfortait pendant la recherche, demandant toujours des habitudes des filles, leur jeu préféré. Et il était la dernière personne à les voir ce jour-là. Il a fait ses rondes dans la zone de pique-nique environ 20 minutes avant que nous remarquions qu'elles avaient disparu. « Madame Morrison, je comprends vos préoccupations », a dit le détective Harrison avec précaution. « Mais sans preuve concrète, je ne peux pas agir sur des intuitions. Mitchell a un dossier impeccable. Il a aidé avec des dizaines de recherches au fil des ans. » Avant que June puisse répondre, une ombre est tombée sur eux. Mitchell se tenait là, son visage buriné, plissé d'inquiétude. « June Morrison », a-t-il dit en sa voix portant ce même ton trop familier dont elle se souvenait. « J'ai entendu dire que vous étiez de retour. Je suis profondément désolé pour Sophie. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais cessé de penser à vos filles. Pas un jour n'est passé sans que je me demande... » Il a tendu la main comme pour toucher son bras, et June a instinctivement reculé. Les yeux de Mitchell ont clignoté avec quelque chose, de l'agacement, de la douleur, avant de reprendre leur expression sympathique. « J'aimerais aider de toutes les manières possibles, » a-t-il continué. « En fait, je pourrais vous montrer l'endroit exact où les filles ont été vues en train de jouer pour la dernière fois. Parfois, retourner à un endroit peut déclencher des souvenirs, des détails qui auraient pu être négligés. J'ai une pause dans 1 heure si vous voulez que je vous guide. » « C'est gentil de votre part, » a interjeté Marcus, apparaissant aux côtés de June. « Mais nous ne sommes pas encore prêts pour ça. » Mitchell a hoché la tête avec compréhension, mais son regard s'est attardé sur June. « Bien sûr, quand vous serez prêt, je serai là, je suis toujours là. » Alors qu'il s'éloignait, June a saisi la main de Marcus. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Je le sentais alors, et je le sens maintenant. Marcus a serré en retour. « Je sais, mais le détective a raison, nous avons besoin de preuves. Pour l'instant, regardons et attendons. » June a hoché la tête, mais alors qu'elle regardait Mitchell retourner à ses cartes, dirigeant plus de volontaires loin de la section nord, avec des explications élaborées sur les préoccupations de sécurité, elle ne pouvait pas se défaire du sentiment que la réponse à la disparition de leur fille avait été juste devant eux tout ce temps. June remplissait la cafetière pour ce qui semblait être la 100e fois quand elle a entendu une porte de voiture claquer dehors. Par la fenêtre de la cuisine, elle a vu son frère Daniel sortir de son SUV, le visage tiré par l'inquiétude. Il avait fait le trajet de 6 heures depuis la ville en un temps record. « June !»
Daniel l'a tirée dans une étreinte féroce dès qu'elle a ouvert la porte. J'ai tout laissé tomber dès que j'ai entendu. Je ne peux pas croire qu'ils ont trouvé Sophie. Mais Emma, il y a encore de l'espoir pour Emma, n'est-ce pas? June a hoché la tête contre son épaule, puisant du réconfort dans la présence familière de son jeune frère. Daniel avait toujours été protecteur envers les filles, l'oncle amusant qui apportait trop de cadeaux et leur apprenait des tours de cartes lors des réunions familiales. La police élargit la recherche, a-t-elle réussi à dire. Il pense que celui qui les a prises pourrait avoir gardé Emma. Alors nous la trouverons, a dit Daniel fermement, quoi qu'il en coûte. En quelques heures, la maison de vacances s'est transformée en centre de commandement animé. La famille élargie est arrivée par vagues, des cousins que June n'avait pas vus depuis des années, la sœur de Marcus de la Côte, de vieux amis qui avaient aidé à chercher il y a 14 ans. Les pièces calmes et poussiéreuses se sont remplies de voix, de fournitures et d'une énergie née à la fois du chagrin et de l'espoir. La tante de June a coordonné la nourriture pour les volontaires de recherche, s'emparant de la cuisine avec une efficacité militaire. Les voisins ont apporté des plats mijotés et des urnes à café. Quelqu'un a mis en place un arbre téléphonique. La table de la salle à manger a disparu sous les cartes, chaque section marquée de coordonnées de grille et d'équipes de recherche assignées. Lors du briefing de l'après-midi, à la station des gardes forestiers, le détective Harrison s'est adressé à la foule de volontaires. Daniel se tenait près du devant, écoutant attentivement, alors que le détective expliquait les paramètres de recherche. Les restes ont été découverts ici. Le détective Harrison a pointé vers un endroit sur la carte agrandie. Nous nous étendons vers l'extérieur dans toutes les directions, mais accordons une attention particulière aux zones avec un terrain similaire. Arbres de vieille croissance, circulation piétonne minimale. Daniel a levé la main. Pouvez-vous nous en dire plus sur la découverte du détecteur de métaux? Quel réglage a trouvé le thermos? Le détective a semblé surpris par la question technique. La vidéo du blogueur montrait qu'il utilisait le mode de discrimination, réglé pour détecter les métaux non ferreux. La lecture était de 99, c'est extrêmement élevé, a dit Daniel pensivement. L'acier inoxydable déclencherait certainement ça. Avons-nous d'autres détecteurs disponibles? Différentes fréquences pourraient détecter d'autres objets métalliques, fermetures éclairs, boutons, bijoux que les filles auraient pu porter. June a ressenti une vague de gratitude pour l'approche pratique de son frère. Alors que d'autres étaient émotionnels, Daniel se concentrait sur la méthodologie, sur des moyens concrets d'aider. Nous avons plusieurs unités de détection disponibles, a confirmé le détective Harrison. Des équipes formées à leur utilisation seront déployées stratégiquement. June a remarqué que le garde forestier Mitchell observait leur groupe familial depuis l'autre côté de la pièce, son regard particulièrement fixé sur Daniel. Quand les volontaires ont commencé à s'inscrire pour les secteurs de recherche, Daniel s'est immédiatement dirigé vers le presse-papier pour le cadre en or. « Je prendrai la section N7 », a annoncé Daniel, pointant vers la zone que Mitchell avait déclarée dangereuse plus tôt. Mitchell est rapidement intervenu. « C'est un terrain accidenté, pas recommandé pour les chercheurs civils. Peut-être seriez-vous mieux adapté à... » « Je suis un randonneur expérimenté, l'a coupé Daniel. J'ai fait le club d'alpinisme à l'université. Je peux gérer un terrain accidenté. » La mâchoire de Mitchell s'est serrée, mais avant qu'il puisse objecter davantage, d'autres volontaires avaient déjà commencé à s'inscrire pour les sections adjacentes. June a observé l'échange avec intérêt. Pourquoi Mitchell était-il si déterminé à éloigner les gens de cette zone? La recherche a commencé à l'aube le lendemain matin. June a rejoint l'équipe de son frère, avec Marcus et plusieurs cousins. Ils se sont déplacés à travers la forêt en ligne soigneuse, à longueur de bras, les yeux scrutant le sol pour toute trace de preuve. 3 heures plus tard, une volontaire nommée Carole a crié avec excitation « J'ai trouvé quelque chose, regardez, c'est un ruban !» Tout le monde a convergé vers l'endroit. Accroché à une branche basse se trouvait un petit ruban à cheveux, décoloré et usé, mais encore reconnaissable comme rose. Daniel s'est avancé avec les autres, s'agenouillant pour l'examiner de près. « Cela pourrait-il être celui d'Emma ? June ? Te souviens-tu si elle portait des rubans à cheveux ?» June a étudié le morceau de tissu, son cœur battant la chamade. Elle en portait, mais je ne peux pas dire si c'est le sien. Ça pourrait être là depuis des années, de n'importe qui. Quand même, nous devrions le mettre en sac, a dit Daniel. Chaque preuve compte, n'est-ce pas? Alors que le photographe de la police documentait la découverte, June a remarqué que Mitchell s'était matérialisé à proximité, malgré le fait qu'il était censé superviser un secteur différent. Il se tenait à la lisière de la forêt, observant intensément leur groupe. Quand elle a croisé son regard, il a offert ce même sourire préoccupé avant de disparaître dans les arbres. « Marcus » a murmuré June à son mari. « Mitchell continue d'apparaître partout où nous sommes. Tu ne trouves pas ça étrange ?» Mais Marcus n'écoutait pas. Il regardait Daniel qui s'était éloigné du groupe et marchait près de la lisière de la forêt, téléphone portable pressé contre son oreille. June ne pouvait pas entendre la conversation, mais le langage corporel de Daniel était agité, une main passant à plusieurs reprises dans ses cheveux.
Après quelques minutes, Daniel a remis son téléphone dans sa poche et s'est approché d'eux. « Et je dois retourner en ville, prendre des fournitures pour les équipes de recherche, bouteilles d'eau, barres énergétiques, fournitures de premiers soins. Nous manquons. Je viendrai avec toi ?» a proposé Marcus. « C'est beaucoup à porter seul. » « Non, non, » a dit Daniel rapidement. « Tu devrais rester ici avec June. Je serai plus rapide seul. Il y a quelque chose que je dois vérifier de toute façon. Truc de travail. Même avec tout ce qui se passe, certains feux ne peuvent pas attendre. » June a regardé son frère se précipiter vers la zone de stationnement, son urgence semblant excessive pour une simple course de fourniture. Derrière elle, elle a senti, plutôt que vu, Mitchell observer leur drame familial avec intérêt. « Daniel t'a-t-il semblé bizarre ?» a demandé Marcus doucement. June voulait dire oui, mais son attention a été ramenée sur Mitchell, qui parlait maintenant dans sa radio, ses yeux suivant toujours la forme de Daniel qui s'éloignait. Tout le monde regardait tout le monde, a-t-elle réalisé. La découverte de Sophie avait fissuré leur chagrin silencieux, et maintenant la suspicion s'infiltrait, comme de l'eau, trouvant des failles cachées dans la pierre. La liste de fournitures de June a crissé dans sa main alors qu'elle conduisait en ville. Les équipes de recherche consommèrent de l'eau et des fournitures de premiers soins plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. Elle s'était portée volontaire pour faire une course à la pharmacie, en partie pour aider, mais surtout pour échapper à l'atmosphère oppressante de la maison où chaque coin contenait des souvenirs. Alors qu'elle tournait dans le centre commercial, elle a immédiatement repéré le SUV noir de Daniel. Mais au lieu d'être garé dans les nombreuses places près de l'entrée principale de la pharmacie, il était seul dans le parking arrière, en marche arrière, dans la place, comme s'il était positionné pour une sortie rapide. Étrange, Daniel avait dit qu'il se dirigeait vers sa maison à 40 minutes pour un appel de travail important. June s'est garée dans une place avant et est restée assise un moment, le malaise lui picotant la nuque. Pourquoi Daniel mentirait-il sur où il allait et pourquoi se garer si bizarrement ? Elle a attrapé son sac à main, décidant qu'elle passerait voir s'il avait besoin de quelque chose pour les efforts de recherche. Les portes automatiques se sont ouvertes en sifflant, libérant une bouffée d'air conditionné. June s'est déplacée dans les allées, s'attendant à trouver Daniel dans la section des collations en train de charger des barres énergétiques. Au lieu de cela, elle l'a repéré au comptoir de la pharmacie à l'arrière, un panier débordant à ses pieds. Elle s'est arrêtée derrière un présentoir de vitamines, observant. Daniel déchargeait son panier sur le comptoir, des paquets en gros de produits d'hygiène féminine, plusieurs boîtes, des bouteilles d'antiseptiques de taille industrielle, de la gaze, des pansements, du ruban médical, des caisses de barres protéinées et suffisamment d'eau en bouteille pour stocker un bunker. « C'est tout un butin », a commenté la pharmacienne en commençant à scanner. « C'est votre 3e gros achat cette semaine, n'est-ce pas? Vous stockez un refuge ou quelque chose comme ça ?» Le rire de Daniel est sorti forcé. « Quelque chose comme ça? Juste, vous savez, la saison des ouragans arrive, j'aime être préparé. »« La saison des ouragans? Dans les montagnes ?» La pharmacienne a levé un sourcil mais a continué à scanner. June a reculé plus loin dans l'allée. Pourquoi Daniel aurait-il besoin d'autant de produits d'hygiène féminine? Il vivait seul, était célibataire depuis son divorce 5 ans auparavant, et c'était son 3e gros achat. « Ce sera tout ?» a demandé la pharmacienne. « Ça fait 487 $ et 23 cents. » Daniel a fouillé pour son portefeuille, et c'est alors qu'il a repéré June. Son visage a traversé plusieurs expressions en succession rapide. Surprise, alarme, puis un sourire forcé. « June, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle est sortie de derrière le présentoir. « Je prends des fournitures pour les équipes de recherche. J'ai vu ta voiture et j'ai pensé voir si tu avais besoin de quelque chose. » Ses yeux se sont déplacés vers les sacs que la pharmacienne remplissait. « C'est beaucoup de fournitures. »« Oh ça ?» Le visage de Daniel est devenu rouge. « Je fais un don à un refuge pour femmes. Ils ont envoyé une demande de fourniture. Tu me connais, toujours en train d'essayer d'aider. » Le mensonge était si évident qu'il pendait dans l'air entre eux. June n'avait jamais connu Daniel comme bénévole pour quoi que ce soit, et son énergie nerveuse lui donnait la chair de poule. « J'ai vraiment besoin d'y aller », a dit Daniel rapidement, tendant sa carte de crédit à la pharmacienne. « Cet appel de travail, tu sais, je ne peux pas faire attendre le client. » Il a attrapé les sacs à la hâte, les jonglant maladroitement, alors qu'il se précipitait vers la sortie. June l'a suivi, le regardant se précipiter vers son SUV. Il a tâtonné avec ses clés, laissant tomber un des sacs. Alors qu'il se penchait pour le récupérer, le haillon automatique s'est ouvert et June a aperçu la zone de chargement. De nouveaux cadenas, encore dans leur emballage, une bobine de corde jaune, plus de caisse d'eau. Daniel a jeté les sacs rapidement et a claqué le haillon, mais pas avant que June ait tout vu. Il est monté sur le siège du conducteur sans un mot de plus, sortant du parking assez vite pour laisser des marques de pneus. Ce soir-là, June ne pouvait se concentrer sur rien. Elle picotait le plat mijoté que quelqu'un avait apporté, le poussant dans son assiette alors que Marcus parlait des progrès de la recherche du jour. Daniel agissait si étrangement aujourd'hui, l'a-t-elle finalement interrompu. À la pharmacie, il a acheté toutes ses fournitures, produits féminins, fournitures médicales, assez de nourriture et d'eau pour des mois.
Et il y avait des cadenas dans sa voiture, de la corde. Marcus a posé sa fourchette. Peut-être qu'il voit quelqu'un qu'il ne nous a pas dit. Tu sais à quel point Daniel peut être privé sur ses relations. Marcus, il achetait des produits d'hygiène féminine en gros, des caisses. Et la pharmacienne a dit que c'était son 3e gros achat cette semaine. Qui a besoin d'autant? Je ne sais pas, June. Tout le monde est sur les nerfs. Peut-être qu'il est juste. Et il n'arrête pas de poser des questions sur les procédures de police, a continué June. Aujourd'hui, il voulait savoir sur la collecte de preuves, la chaîne de possession. Hier, c'était sur combien de temps l'ADN dure dans différentes conditions. Pourquoi aurait-il besoin de savoir ça? Marcus a atteint sa main. Tu es épuisé. Nous le sommes tous. Daniel essaie juste d'aider à sa manière. Peut-être qu'il se prépare trop parce qu'il se sent impuissant, comme nous tous. June voulait le croire. Mais alors qu'elle était allongée dans son lit cette nuit-là, elle ne pouvait pas arrêter de penser aux fournitures dans la voiture de Daniel, son visage coupable quand elle l'avait surpris à la pharmacie, la façon dont il avait fui comme un homme avec des secrets à cacher. Tout le monde surveillait le garde forestier Mitchell, mais, et s'ils regardèrent dans la mauvaise direction, June fixait le plafond, regardant les ombres des pins dehors danser sur les vieilles poutres en bois. À côté d'elle, la respiration de Marcus était profonde et régulière, mais le sommeil la fuyait complètement. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage coupable de Daniel à la pharmacie, les cadenas dans sa voiture, la façon dont il avait fui comme un criminel pris en flagrant délit. À 3 heures du matin, elle ne pouvait plus le supporter. Elle a secoué doucement l'épaule de Marcus. « Marcus, réveille-toi, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. » Il s'est agité somnolent. « Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à propos de la recherche? C'est à propos de Daniel. » Les mots ont débordé dans l'obscurité. Je ne peux pas arrêter de penser à son comportement. Les fournitures de pharmacie, la façon dont il continue de disparaître à des heures prévues, son énergie nerveuse. Quelque chose ne va pas. Marcus s'est assis, se frottant les yeux. « Juin, c'est ton frère? Tu le connais toute ta vie. » C'est justement ça. June a allumé la lampe de chevet et a sorti son téléphone. Plus tôt, je regardais de vieilles photos sur mon stockage cloud, essayant de trouver plus de photos des filles pour la police. Regarde ça. Elle lui a montré photo après photo. Daniel à la maison de vacances pour le 4 juillet, Daniel à leur chasse aux œufs de Pâques, Daniel apparaissant en arrière-plan de photos dont elle ne se souvenait même pas qu'il était présent. Il visitait beaucoup plus souvent que je ne m'en souvenais, a dit June. Parfois, il apparaissait juste, aucune invitation nécessaire. Il connaissait nos routines, quand nous serions là, où les filles aimaient les jouer. June, la voix de Marcus portait un avertissement. Je sais comment ça sonne. Elle a pressé ses paumes contre ses yeux. Mais souviens-toi de ce que le détective Harrison a dit pendant l'enquête originale, c'est souvent la personne la plus inattendue, celle que vous ne soupçonneriez jamais. On parle de Daniel, il adorait les filles. Peut-être trop. Les mots étaient délais comme du poison sur sa langue. Aujourd'hui, il a demandé spécifiquement si des chiens policiers seraient utilisés dans la recherche de demain. Il a dit qu'il était allergique, mais Marcus, Daniel n'a jamais été allergique aux chiens. Souviens-toi qu'il avait ce berger allemand pendant des années? Ils sont restés assis en silence pendant plusieurs minutes, le poids de la suspicion s'installant entre eux comme une 3e présence dans la pièce. Même si quelque chose ne va pas, a dit Marcus avec précaution, nous ne pouvons pas simplement l'accuser sur la base d'habitudes d'achat étranges et d'énergie nerveuse. Tout le monde agit étrangement en ce moment. Regarde Mitchell, tu es convaincu qu'il est impliqué aussi. Et si nous lui parlions juste, a suggéré June. Demain matin, nous irons chez lui. Éclaircir l'air. S'il y a des explications raisonnables pour tout, alors nous saurons. Nous ne pouvons pas nourrir ses soupçons dans son dos. Marcus a hoché la tête lentement. Tu as raison, mieux vaut l'aborder directement. Mais June, nous devons faire attention à la façon dont nous abordons cela. Si nous nous trompons, nous détruirons ma relation avec mon frère. Je sais. La voix de June était à peine un murmure. Mais si nous avons raison et que nous ne faisons rien, ils ont convenu de rendre visite à Daniel en premier le matin avant que la recherche ne reprenne. June s'est finalement assoupie vers 5 heures du matin, ses rêves remplis de détecteurs de métaux hurlant des chiffres et du SUV de Daniel s'éloignant dans l'obscurité. Elle s'est réveillée au téléphone de Marcus qui sonnait avec insistance. La lumière du soleil traversait les fenêtres. Ils avaient trop dormi. « Détective Harrison ?» Marcus a répondu, sa voix épaisse de sommeil. « Oui, c'est Marcus Morrison. » June a regardé le visage de son mari changer alors qu'il écoutait, devenant alerte et préoccupé. Tout de suite, mais nous étions sur le point de... Il s'est arrêté écoutant. « Non, je comprends. Des preuves sur mes associés de travail? Je ne comprends pas ce que cela pourrait signifier. » June s'est assise, articulant silencieusement. « Qu'est-ce qui se passe ?» Marcus a couvert le téléphone. « Ils ont besoin de moi au poste immédiatement. Quelque chose à propos de nouvelles preuves qui pourraient être liées à des gens de mon bureau il y a 14 ans. »« Nous deux ?» ?»« Non, il a spécifiquement demandé que je vienne seul. Il dit que c'est une information sensible. » Marcus enfilait déjà des vêtements.
Je suis désolé, je sais que nous allions parler à Daniel. Vas-y, a dit June, bien que le malaise lui tordait l'estomac. Cela pourrait être important. Marcus a embrassé son front. Je reviendrai aussi vite que possible. Peut-être attends-moi avant d'aller chez Daniel. Mais alors que June entendait la voiture s'éloigner, elle savait qu'elle ne pouvait pas attendre. Les questions la dévoraient vivante. Elle irait chez Daniel juste pour parler. Quel mal pourrait-il y avoir à parler à son propre frère? Elle s'est habillée rapidement, essayant d'ignorer la voix dans sa tête qui murmure des avertissements. Daniel était de la famille. Il devait y avoir des explications innocentes pour tout. Il le fallait. June s'est garée dans l'allée de Daniel, ses mains tremblant légèrement sur le volant. Sa maison était située sur 5 acres de propriété boisée que leur père lui avait laissée. Assez loin des voisins pour que l'intimité soit absolue. Elle avait toujours trouvé étrange que Daniel choisisse une telle isolation après son divorce, mais maintenant la solitude semblait sinistre. Daniel a répondu à la porte encore en pyjama, clairement surpris. « June, qu'est-ce que tu fais ici si tôt ?»« Nous devons parler », a-t-elle dit, essayant de garder sa voix stable. « À propos d'hier, à propos de tout. » Son expression s'est transformée en inquiétude. « Bien sûr, entre, je vais faire du thé. » Elle l'a suivi à travers les pièces familières, des photos de réunions familiales bordant le couloir. Elle était là avec bébé Emma. Là étaient les filles, avec Daniel à Noël. Des photos de famille normale qui semblaient maintenant entachées par ses soupçons. Dans la cuisine, Daniel a rempli la bouilloire, ses mouvements précis et contrôlés. « Je sais que j'ai agi étrangement », a-t-il dit sans se retourner. Toute cette situation avec Sophie, la recherche d'Emma, ça fait remonter beaucoup d'émotions. June a fait un son non engagé, ses yeux scannant la cuisine. C'est alors qu'elle les a vus, des reçus éparpillés sur le comptoir près de son ordinateur portable. Elle s'est approchée pendant que Daniel s'affairait avec des tasses et des sachets de thé, des cadenas industriels d'une quincaillerie, plusieurs paquets, des panneaux de mousse insonorisante. Son estomac s'est effondré alors qu'elle lisait la liste détaillée. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin de matériaux d'insonorisation? Un autre reçu a attiré son attention. Bâche polytarpe résistante, eau de javel industrielle, soude caustique. Par la fenêtre de la cuisine, quelque chose d'autre a attiré son attention. Dans le coin éloigné de la propriété, partiellement caché par des buissons envahis, se trouvait l'ancien bunker anti-tempête. Elle avait oublié qu'il existait, leur père l'avait construit pendant la paranoïa de la guerre froide des années 1960, une structure en béton armé enfoncée dans la terre. Daniel avait prétendu l'avoir scellée il y a des années, l'appelant un danger. Mais la végétation autour de l'entrée avait été récemment dégagée. « Tu trouves quelque chose d'intéressant ?» June s'est retournée. Daniel se tenait directement derrière elle, plus près du poêle. Son visage avait changé, le masque du frère inquiet glissant pour révéler quelque chose de froid et d'inconnu. Je regardais juste. June a fait un geste faible vers les reçus. Ceux-ci étaient posés ici. Tu as toujours été trop curieuse. Sa main s'est déplacée avec désinvolture vers le bloc de couteau sur le comptoir. Toujours en train de fouiner là où tu ne devrais pas, comme ce jour au pique-nique. Quoi? La bouche de June s'est asséchée. Tu aurais dû les surveiller. Ses doigts se sont enroulés autour du manche d'un grand couteau de cuisine. Au lieu de ça, tu étais si concentré sur le nettoyage, à tout rendre parfait. Aller et venir à la voiture, les laissant seuls. « Daniel, qu'est-ce que tu dis ?» Elles étaient si belles, June, si parfaites et innocentes. Je les regardais grandir à chaque visite, chaque réunion familiale, Emma avec ses grands yeux bruns, Sophie si intelligente et pleine d'entrain. Sa voix avait pris une qualité rêveuse qui lui donnait la chair de poule. Elles étaient destinées à être préservées comme ça, protégées, gardées à l'abri du monde laid. June s'est dirigée vers la porte. « J'ai besoin d'appeler Marcus. » Daniel s'est déplacé plus vite qu'elle ne s'y attendait, bloquant son chemin. Le couteau brillait dans sa main. « Tu ne vas nulle part, tu ruines toujours tout. Tu l'as toujours fait. »« Daniel, s'il te plaît. »« Elles étaient à moi !» Il a explosé, de la salive volant de ses lèvres. « Je les aimais plus que tu ne pourrais jamais. Toi et Marcus, si négligents avec de tels cadeaux précieux, ce jour au pique-nique, quand je les ai vus seuls, c'était comme le destin, le moment parfait que j'attendais. » Les jambes de June menaçaient de céder. « Tu les as prises. Tu as pris mes bébés. Je les ai sauvés. » Son visage s'est tordu de fureur auto-justifiée. Sauvé de grandir dans ce monde sale, de devenir déçu et amer comme tout le monde. Il a saisi son bras avec sa main libre, le couteau appuyé contre ses côtes. « Viens, puisque tu es si curieuse de mes achats, laisse-moi te montrer à quoi ils servent. » Il l'a forcé à sortir par la porte arrière et à traverser la cour vers le bunker. L'esprit de June s'emballait, cherchant une évasion. Mais Daniel gardait le couteau fermement appuyé contre son côté. « 14 ans, je l'ai gardée parfaite », a-t-il divagué en marchant. « Ma petite Emma. Sophie était trop difficile, trop volontaire. Toujours en train de pleurer pour toi. Mais Emma était assez jeune pour oublier, pour apprendre qu'oncle Danny était tout son monde maintenant. »
Il a tâtonné avec un lourd cadenas sur la porte du bunker, puis l'a poussée ouverte. Des marches en béton descendèrent dans l'obscurité. L'odeur de terre humide et autre chose, occupation humaine, s'élevait. « Bouge !» a-t-il ordonné, la forçant à descendre les marches. Des bandes LED alimentées par batterie fournissaient un éclairage faible. Alors que les yeux de June s'ajustaient, l'horreur de ce qu'elle voyait la frappait comme un coup physique. L'espace avait été converti en zone de vie, si on pouvait appeler ça vivre. Des toilettes chimiques dans un coin, des piles de conserves et de caisses d'eau le long d'un mur, un petit lit avec des sangles en cuir attachées au cadre, et dans le coin éloigné, blotti sur une pile de couverture, se trouvait une jeune femme. Oncle Danny? La voix était haute, enfantine, malgré le fait qu'elle venait d'un corps de 18 ans. Qui est-elle? Je n'aime pas les étrangers. Les genoux de June ont cédé. Même après 14 ans, même avec des joues creuses et des cheveux emmêlés, elle connaissait ce visage. « Emma », a-t-elle murmuré. Emma a penché la tête, confuse. « Comment connaît-elle mon nom, oncle Danny? Tu as dit que personne d'autre ne me connaît. Tu as dit que je suis ta fille mais spéciale secrète. » La porte du bunker s'est refermée au-dessus d'eux. Les pas de Daniel lourds sur les escaliers, alors qu'il descendait avec le couteau toujours à la main. La porte du bunker s'est refermée avec un claquement métallique qui a résonné dans les os de June. Elle a entendu le cadenas cliquer en place, puis les pas de Daniel faisant les 100 pas sur le sol au-dessus, d'avant en arrière, comme un animal en cage. Sa voix étouffée dérivait vers le bas, les mots indistincts, mais le ton agité, se disputant avec lui-même. June s'est tournée vers sa fille, sa petite fille, maintenant une jeune femme qu'elle reconnaissait à peine. Emma s'était pressée plus profondément dans le coin, les bras enroulés autour de ses genoux, se faisant aussi petite que possible. « Emma, ma chérie », a dit June doucement, s'approchant lentement. « C'est bon, je ne vais pas te faire de mal. Oncle Danny n'aime pas quand je parle aux étrangers. » a murmuré Emma, sa voix haute et chantante, figée dans l'enfance. « Je suis censée rester dans mon coin à moins qu'ils ne disent autrement. »« Es-tu la police ?» Oncle Danny dit que la police veut m'emmener et me faire du mal. Le cœur de June s'est brisé. « Non, bébé. Je ne suis pas la police. Je suis... » Elle ne pouvait pas le dire. Comment pourrait-elle expliquer qu'elle était la mère qu'Emma avait été entraînée à oublier? Elle a tendu la main lentement, mais Emma a tressailli violemment, se pressant contre le mur de béton. « Pas touché? Oncle Danny dit que personne d'autre ne peut me toucher. Seulement oncle Danny, je suis sa fille spéciale. » Les réponses programmées, les modèles de discours enfantins d'une bouche de 18 ans, c'était grotesque. June pouvait voir les années de conditionnement dans chaque geste, chaque mot. Sa petite fille avait été systématiquement brisée et reconstruite dans le fantasme tordu de Daniel. Au-dessus d'eux, les pas se sont arrêtés. June a entendu le cadenas cliqueter puis la porte a grincé ouverte. La lumière du soleil a inondé les escaliers, silhouettant la forme de Daniel. Il est descendu lentement et le sang de June s'est glacé quand elle a vu ce qu'il portait. Une bâche bleue polytarpe, du genre utilisé sur les chantiers de construction. Une bobine de corde, ses mouvements étaient résignés maintenant, méthodiques. « Il est temps d'y aller, Emma », a-t-il dit en sa voix étrangement calme. « Nous allons faire un voyage dans la forêt. »« La forêt ?» Emma s'est légèrement animée. « Allons-nous voir les oiseaux? Tu as promis qu'on pourrait voir des oiseaux un jour. »« C'est ça ?» Daniel s'est dirigé vers elle et June a vu le terrible but dans ses yeux. « Mais d'abord, tu dois prendre ton médicament. Le médicament spécial pour dormir. »« Non !» June s'est jetée entre eux. « Tu ne la toucheras pas. » Le visage de Daniel s'est contorsionné de rage. « Elle est trop vieille maintenant. Tu ne comprends pas? Elle a vieilli. Je l'ai gardée aussi longtemps que j'ai pu, mais regarde-la, ce n'est plus une petite fille. Elle est ruinée. » Il a saisi le bras d'Emma brutalement, la tirant sur ses pieds. Emma a gémi, mais n'a pas résisté, entraînée à obéir. « J'aurais dû m'en débarrasser il y a des années, » a continué Daniel, traînant Emma vers les escaliers. « Quand elle a commencé à se développer, mais j'étais faible. Je continuais à penser que je pourrais préserver quelque chose de ce qu'elle était. « Daniel, s'il te plaît, » a supplié June les suivants. « C'est ta nièce. Tu l'aimais? » « Je l'aimais. C'est pourquoi elle doit partir maintenant, tant qu'il reste encore quelque chose de pur. » Sa prise sur Emma s'est resserrée. Sophie comprenait trop, toujours en train de pleurer, toujours en train de se battre. J'ai dû la faire taire après seulement quelques mois, mais j'ai été intelligent. Il s'est arrêté sur les escaliers, une horrible fierté s'insinuant dans sa voix. J'ai enterré Sophie près de la maison de vacances, exprès, assez loin d'ici pour que personne ne fasse le lien avec moi, mais assez près pour que quand elle serait finalement trouvée, tout le monde supposerait que les deux filles étaient mortes ensemble, la diversion parfaite. Ça m'a acheté 14 ans de plus avec Emma. Mon mari sera de retour d'un moment à l'autre, a dit June désespérément. La police me cherchera. Daniel a ri, un son amer. Marcus? Au poste de police? Ça prendra des heures. Toute cette paperasse, toutes ces questions sur ces supposées connexions de travail. Incroyable ce qu'un tuyau anonyme peut faire. Beaucoup de temps pour conduire Emma dans la forêt, l'enterrer correctement, puis revenir et m'occuper de toi.
Il a continué à monter les escaliers, traînant la confuse Emma qui n'arrêtait pas de demander à propos des oiseaux qu'ils allaient voir. June a senti une fureur monter en elle comme elle n'en avait jamais connu. Pas son bébé, pas encore. Alors que Daniel atteignait le haut des escaliers, luttant pour gérer Emma et la bâche, June s'est lancée sur lui avec une férocité primale. Elle s'est écrasée dans son dos, le faisant trébucher vers l'avant. Sa prise sur Emma s'est relâchée, et plus important encore, le couteau de chasse qu'il avait glissé dans sa ceinture a claqué sur le sol en béton. June a plongé pour lui, alors que Daniel essayait de retrouver son équilibre. Ses doigts se sont refermés autour du manche juste au moment où il a réalisé ce qui s'était passé. Salope! Il s'est jeté sur elle, mais June bougeait déjà, l'adrénaline lui donnant une vitesse qu'elle ne savait pas posséder. Elle a éclaté en haut des escaliers et dans la maison, les pas de Daniel tonnant derrière elle. Le téléphone fixe était posé sur le comptoir de la cuisine. Elle l'a attrapé, les doigts volant sur le clavier. 911, quelle est votre urgence? C'est June Morrison, je suis au 445 Woodside Drive. Ma fille Emma est ici. La fille disparue d'il y a 14 ans, mon frère Daniel Morrison l'a kidnappée. C'est le kidnappeur, envoyez la police maintenant. Daniel a dérapé pour s'arrêter dans l'embrasure de la cuisine, son visage passant par des émotions, alors qu'il réalisait qu'elle s'était déjà connectée au service d'urgence. Le répartiteur posait des questions, mais June n'arrêtait pas de crier l'adresse et que sa fille kidnappée était dans le bunker. Pendant un moment, Daniel était resté figé. Puis son instinct de survie s'est activé. Il s'est retourné et a couru, attrapant ses clés de voiture du crochet près de la porte. June a entendu le moteur de son SUV rugir à la vie, les pneus projetant du gravier alors qu'il sortait de l'allée. « Il s'enfuit !» a dit June au répartiteur. SUV noir, plaque d'immatriculation, mais elle ne s'en souvenait pas. « Ma fille est dans le bunker derrière la maison. Elle est vivante? S'il vous plaît, dépêchez-vous !» Laissant tomber le téléphone, June a couru vers le bunker. Emma n'avait pas bougé des escaliers, debout, confuse, là où Daniel l'avait laissée. « Où est parti oncle Danny ?» a-t-elle demandé plaintivement. « Il a dit qu'on allait voir des oiseaux. » June a rassemblé sa fille dans ses bras, sentant à quel point elle était mince sous les vêtements trop grands. Emma est restée rigide, mal à l'aise avec le contact, mais ne le combattant pas. « C'est bon, » a murmuré June encore et encore. « Tu es en sécurité maintenant. Tu es en sécurité. » Les sirènes sont venues rapidement, devenant plus fortes jusqu'à ce qu'elles remplissent l'air. Des voitures de police se sont déversées dans l'allée, des officiers émergeant avec des armes dégainées jusqu'à ce que June crie que Daniel avait fui. Elle a aidé Emma à monter les escaliers et à la lumière du jour. Sa fille a levé une main pâle pour protéger ses yeux, plissant dans la luminosité qu'elle voyait rarement. « Madame, je suis le détective Harrison. » Le détective s'est approché avec précaution, prenant en compte la scène. « Est-ce Emma ? Quand est-ce qu'oncle Danny revient ?» lui a demandé Emma. « Il a dit qu'on allait quelque part. Je n'aime pas quand les plans changent. » Le visage du détective Harrison est devenu professionnellement vide, mais June a vu l'horreur dans ses yeux. Il a appelé des ambulances pendant que d'autres officiers arrivaient. 2 sont descendus dans le bunker et June a entendu l'un d'eux jurer violemment. Le plus jeune officier est sorti quelques instants plus tard, le visage vert, trébuchant vers les buissons pour être malade. Le détective Harrison a continué à documenter la scène, ses mouvements sombres et méthodiques, les sangles sur le lit, les marques de griffures sur les murs de béton, certaines anciennes, certaines fraîches. Le calendrier où Daniel avait marqué les jours avec des notes que June ne pouvait pas se résoudre à lire. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont approché Emma lentement, parlant d'une voix calme. Elle n'arrêtait pas de demander « oncle Danny », se demandant s'il était en colère contre elle, si elle avait fait quelque chose de mal. « Tu n'as rien fait de mal », l'a assuré un ambulancier en vérifiant ses signes vitaux. « Tu as été très courageuse. » « Oncle Danny dit que je suis courageuse quand je prends mon médicament sans pleurer, » a répondu Emma. « Vais-je prendre des médicaments maintenant ?» C'est alors que la voiture de Marcus a crissé dans l'allée. Il a sauté dehors, les yeux écarquillés, ayant entendu quelque chose sur le scanner de la police. Quand il a vu Emma, vivante, debout, mais si changée, il s'est complètement effondré. « Emma » a-t-il sangloté. « Oh mon Dieu, Emma !» Emma a penché la tête vers lui. « Qui est cet homme? Pourquoi pleure-t-il » Oncle Danny n'aime pas pleurer. Il dit que c'est laid. Les ambulanciers ont doucement guidé June et Emma vers l'ambulance, expliquant qu'elles devaient aller à l'hôpital pour examen. Emma est allée volontiers, demandant toujours, quand oncle Danny reviendrait, s'il serait à l'hôpital si elle avait été une bonne fille. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, June tenait la main de sa fille vivante, respirante, qui ne la connaissait pas du tout. La salle d'urgence bourdonnait d'un chaos contrôlé alors que June était amenée aux côtés d'Emma. Les infirmières sont descendues immédiatement, les voix calmes mais urgentes. Elles les ont séparées, June dans une zone de traitement pour ses ecchymoses et son choc, Emma dans une salle psychiatrique sécurisée où des spécialistes attendaient. « J'ai besoin de rester avec elle. »
a protesté June alors qu'ils appliquaient des brassards de tension artérielle et vérifiaient ses blessures. « Madame, votre fille a besoin de soins spécialisés en ce moment », a expliqué doucement l'infirmière. « Le docteur Patel est notre meilleur psychologue traumatologue. Elle aidera Emma à se sentir en sécurité. » Par la porte, June pouvait entendre la voix d'Emma, haute et confuse. « Où est oncle Danny ? Il n'aime pas les hôpitaux. Il dit que les médecins veulent nous voler nos secrets. » La réponse du docteur Patel était trop calme pour être entendue, mais son ton était apaisant, mesuré. June a fermé les yeux, agrippant les rails du lit, alors qu'un médecin examinait les ecchymoses sur ses bras, là où Daniel l'avait saisi. 2 heures se sont écoulées dans un flou d'examen, de fluides et d'officiers de police allant et venant avec des mises à jour. Puis le détective Harrison est apparu, le visage sombre, mais satisfait. « Nous l'avons eu », a-t-il dit simplement. Les soldats de l'État ont arrêté Daniel à une aire de repos près de la frontière de l'État. Il est en détention. June s'est affaissée de soulagement. Parle-t-il ? Il fait plus que parler. Il a donné des aveux complets. Harrison a tiré une chaise. Il essaie d'éviter la peine de mort. Il échange des informations contre la perpétuité sans libération conditionnelle. Le détective a ouvert son carnet et June s'est préparée pour ce qui allait venir. Daniel a admis lutter contre une dépendance croissante à la pornographie, spécifiquement du contenu impliquant de jeunes filles. Il dit que la visite à la maison de vacances, il y a 14 ans, n'était pas planifiée. Il traversait la région et a décidé de s'arrêter spontanément. L'estomac de June s'est retourné. Toutes ces visites imprévues au fil des ans ont soudainement pris une tournure sinistre. Il a vu les filles jouer seules pendant que vous et votre mari nettoyiez. Ses mots exacts étaient que c'était comme le destin. Il s'est approché d'elle en disant que vous aviez besoin d'elle de toute urgence, que vous aviez envoyé oncle Danny pour les chercher. Il leur a promis de la glace s'ils venaient rapidement et tranquillement. Elle lui faisait confiance, a murmuré June. Il était leur oncle. Bien sûr qu'elles sont allées avec lui. Harrison a hoché la tête gravement. Il les a emmenées directement au bunker, il l'avait apparemment préparé pendant des mois, bien qu'il prétende n'avoir jamais prévu de prendre quelqu'un. Il a dit que c'était juste un fantasme jusqu'à ce moment. Par la porte, June pouvait entendre Emma parler au docteur Patel. « Parfois je me souviens d'une dame qui chantait des chansons. Mais oncle Danny dit que ce ne sont que des rêves, de mauvais rêves qui disparaîtront si je suis sage. » Les 2 filles étaient initialement dans le bunker, a continué Harrison. Mais quand nous avons annoncé que nous allions fouiller toutes les propriétés familiales, Daniel a paniqué. Il a loué une unité de stockage à Millerville en utilisant de l'argent liquide et un faux nom. Il a déplacé les filles là-bas pendant 3 jours jusqu'à ce que sa propriété soit dégagée. Une unité de stockage ? June s'est sentie malade. Mes bébés étaient dans une unité de stockage ? Climatisée, il a tenu à le mentionner, a dit Harrison avec amertume. Comme si cela rendait les choses meilleures d'une manière ou d'une autre. Les officiers qui ont fouillé sa propriété ont à peine jeté un coup d'œil au bunker. Il avait un vieux cadenas dessus, avait l'air abandonné. Ils n'ont jamais soupçonné. Le docteur Patel est sorti de la chambre d'Emma, s'approchant d'eux avec des pas prudents. Madame Morrison, Emma est stable, mais elle est profondément traumatisée. Elle montre des signes de syndrome de Stockholm, un conditionnement sévère. Elle continue de demander Daniel, se référant à lui comme son protecteur. Est-ce qu'elle se souvient-elle de quelque chose ? D'avant ? Des fragments. Quand j'ai mentionné certains mots, mama, Sophie, maison, elle a montré des réponses physiologiques. Augmentation du rythme cardiaque, dilatation des pupilles. Les souvenirs sont là, mais ils sont enterrés sous 14 ans de programmation. Elle a mentionné une chanson, une berceuse. Elle a dit qu'elle l'entend parfois, mais oncle Danny lui dit que ce n'est pas réel. Le détective Harrison s'est éclairci la gorge. Il y a plus à propos de Sophie. Daniel dit qu'elle ne s'est jamais adaptée comme Emma. Elle n'arrêtait pas d'essayer de s'échapper, demandait constamment après vous. Après environ 4 mois, lorsque les recherches intensives s'étaient calmées, elle a réussi à casser le verrou du bunker pendant qu'il était au travail. Elle a atteint la forêt avant qu'il ne la rattrape. June a couvert sa bouche, imaginant sa courageuse fille de 7 ans courant désespérément à travers les arbres. Il dit qu'il a paniqué, l'a frappée avec une pierre. Il a prétendu que c'était un accident, mais Harrison a haussé les épaules. Il l'a enterrée près de la maison de vacances délibérément. Il savait que la zone avait une teneur élevée en fer dans le sol qui déclencherait éventuellement les détecteurs de métaux. Il a inclus son thermos pour assurer l'identification quand elle serait trouvée. Il a planifié qu'elle soit trouvée. Il pensait que cela fermerait l'affaire. Tout le monde supposerait que les 2 filles sont mortes ensemble, arrêterait de chercher Emma. Il l'a appelée « assurance ». Une agitation dans le couloir a attiré leur attention. Marcus était arrivé, toujours dans les vêtements qu'il portait au poste de police, le visage hagard. Quand il a vu June, il s'est précipité vers elle. « Est-ce vrai, Daniel ? Comment ? Dieu, June, mon propre beau-frère ?» Le détective Harrison s'est levé. « Je vais vous laisser un peu d'intimité. Mais, Madame Morrison, il y a une chose de plus.
Nous avons trouvé des fournitures dans la voiture de Daniel. Bâche, pelle, soude caustique. Sur la base de ses achats et de ses mouvements, nous pensons qu'il prévoyait de tuer Emma ce soir. Vous lui avez sauvé la vie en vous présentant quand vous l'avez fait. Le poids de cela s'est installé sur eux alors que le détective partait. Leur fille avait été à des heures de la mort. Elle a vieilli, a dit June d'un ton engourdi. C'est ce qu'il a dit. Elle a vieilli hors de son attraction. Le docteur Patel est revenu. Aimeriez-vous voir Emma maintenant ? Nous l'avons légèrement sédatée. Elle devenait agitée, mais elle s'est réveillée. Ils l'ont suivie dans la chambre d'Emma. Leur fille était allongée dans le lit d'hôpital, semblant si petite malgré ses 18 ans. Ses yeux ont suivi leurs mouvements mais n'ont montré aucune reconnaissance. « Emma », a dit June doucement, « c'est maman et papa. » Le front d'Emma s'est plissé. « Je n'ai pas ça. Oncle Danny dit que je suis spécial parce que je n'ai besoin que de lui. » June s'est assise prudemment sur le bord du lit, luttant contre les larmes. Elle a commencé à fredonner doucement, la berceuse qu'elle chantait chaque soir quand Emma était petite, celle sur les oiseaux moqueurs et les bagues en diamant. Les yeux d'Emma se sont légèrement élargis. Sa respiration a changé. « Cette chanson », a-t-elle murmuré. « Je connais cette chanson, mais ça met oncle Danny en colère quand je la fredonne. » June a continué à fredonner, tendant lentement la main d'Emma. Sa fille ne s'est pas retirée, mais n'a pas non plus saisi en retour. Marcus se tenait de l'autre côté du lit, des larmes coulant sur son visage. « La dame dans mes rêves chante cette chanson », a dit Emma, sa voix devenant somnolente à cause de la sédation. « La jolie dame qui sent les fleurs ? Mais elle n'est pas réelle. Oncle Danny dit qu'elle n'est pas réelle. »« Elle est réelle, bébé », a murmuré June. « Je suis réelle. » Les yeux d'Emma ont commencé à se fermer, mais June l'a senti, la plus légère pression de ses doigts. Juste un réflexe peut-être, ou une mémoire musculaire d'un temps avant le bunker. Mais c'était quelque chose. June a continué à fredonner la berceuse, la même de 14 ans de nuit de vide, tandis que les machines bipaient doucement autour d'eux. La respiration d'Emma s'est régularisée, et toutes les quelques minutes, quand June atteignait le refrain, elle sentait cette minuscule pression à nouveau. Sa fille était là quelque part, enterrée sous des années de traumatisme et de conditionnement. Cela prendrait du temps, peut-être des années pour la retrouver. Mais elle était vivante. Après 14 ans de ne pas savoir, d'imaginer le pire, Emma était vivante et allongée dans un lit d'hôpital, serrant occasionnellement la main de sa mère au rythme d'une chanson à moitié mémorisée. À l'extérieur de la chambre, le détective Harrison coordonnait avec d'autres officiers, construisant un dossier hermétique contre Daniel. Quelque part dans une prison de comté, son frère était assis dans une cellule, ses secrets malades enfin exposés. Et quelque part dans une forêt, des chercheurs ratissaient encore le sol, s'assurant qu'il n'y avait pas d'autres secrets enterrés dans la terre. Mais dans ce moment, dans cette chambre d'hôpital, June tenait la main de sa fille et chantait doucement, tandis que Marcus pleurait et qu'Emma dérivait entre le sommeil et l'éveil, répondant occasionnellement à la voix de sa mère avec la plus légère pression de ses doigts contre la paume de June.